Jeudi 5 juin 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de Viva en version française. Dans les actualités de ce jour, le nouvel ambassadeur d'Algérie résidant à Madagascar, Miloud Ben Maklouf, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Andry Rajoelina, aujourd'hui. Les relations entre Madagascar et l'Algérie sont déjà solides tant sur le plan diplomatique qu'historique et seront encore renforcées à travers divers domaines de coopération, a affirmé le nouvel ambassadeur. Les détails avec Judikel Rangenerin et Ando Ranzajaipe. L'histoire a rapproché l'Algérie et Madagascar, deux pays liés par leur appartenance au même continent. Le nouvel ambassadeur de la République démocratique et populaire d'Algérie a affirmé que son objectif est de renforcer ces relations multiformes déjà existantes. Plusieurs secteurs seront concernés par cette coopération renforcée, notamment l'agriculture, l'enseignement supérieur, l'énergie, mais aussi la culture. Comme vous le savez, nos relations, l'Algérie et Madagascar partagent une histoire si ancienne et entretiennent une relation très forte. Et nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de réaffirmer davantage cette relation et par un dialogue constructif, par des initiatives communes ambitieuses dans le domaine de l'agriculture, de l'enseignement supérieur, l'énergie et la culture. L'Algérie est l'un des pays qui offre chaque année des bourses d'études aux étudiants malgaches. Pour l'année universitaire 2024-2025, par exemple, 35 étudiants malgaches en ont bénéficié. Lors de la présentation de ses lettres de créance, l'ambassadeur Miloud Ben Maklouf a également transmis les salutations fraternelles et les vœux de succès du président algérien Abdelmadjid Tebboune au président Andry Rajoelina. Dans un autre sujet, le culte pour le lancement de la mission dans le cadre de l'aumônerie centrale du FJKM a été célébré dans la matinée à l'église FJKM Salé Mavovo aux 67 hectares aujourd'hui. Le pasteur Azaf N'Djamang Chanestor et son épouse ont été consacrés en tant que directeur de l'aumônerie de la région Analamang. De nombreuses responsabilités sont assurées par l'aumônerie. La cérémonie religieuse de ce jour a rassemblé une foule nombreuse et parmi laquelle maman Olga Rajoelina, la mère du président de la République. Reportage de Fanjessena Mireille et Yves Janel. Le pasteur Azaf N'Djamang Chanestor a été nommé directeur de l'aumônerie de la région d'Analamang. L'aumônerie a pour mission de prêcher l'évangile, notamment pour que les détenus se tournent vers le Seigneur. La proclamation du salut offert par Jésus à tous, ainsi que l'accompagnement spirituel. L'aumônerie ne fait pas d'exception. Elle s'adresse à tous les détenus et s'ouvre à toute collaboration. L'œuvre du Seigneur effectuée par l'aumônerie ne se limite pas à l'évangélisation des prisonniers pour les ramener dans la communauté, mais elle comprend également des actions spirituelles telles que le baptême, les confirmations et bien d'autres, et sur le plan matériel, elle aide à développer des compétences physiques, des moyens de subsistance et fournit des formations dans divers domaines tels que la menuiserie, l'informatique, la broderie et bien d'autres. La cérémonie d'installation du directeur de l'aumônerie de la région Analamang a vu la présence de nombreuses personnalités dont maman Olga Rajoelina, la mère du président de la République de Madagascar, des membres du gouvernement, à l'instar du ministre de la Justice et du secrétaire d'État chargé de l'autosuffisance alimentaire. Les prisons d'Intanmour, d'Avaradjan, de Tiafa et le centre de rééducation de Manchsou sont les lieux d'activité de l'aumônerie. Page sociale toujours, l'élaboration d'un cadre réglementaire fixant les tarifs des prestations topographiques par les géomètres experts malgaches figure parmi les sujets abordés lors de l'Assemblée générale tenue hier 4 juin 2025 à Bypass en présence des 300 membres de l'ordre des géomètres experts. Cette réglementation des tarifs des prestations est nécessaire selon le président de l'ordre des géomètres experts pour que chaque usager puisse avoir un repère sur les services qu'il demande et afin
que les géomètres soient encadrés, qu'ils soient privés ou publics, car ils reçoivent toujours des services publics. Conformément au texte régissant la profession, cette Assemblée générale est une obligation annuelle pour les géomètres experts, membres de l'ordre. Outre l'amélioration de leur domaine d'activité, cette rencontre permet de renforcer leurs compétences, de faire un retour d'expérience sur les travaux réalisés et d'évaluer ce restant à accomplir dans le secteur de la topographie. Poursuivons toujours ce journal par la page sociale. La demande de certificat de vie au niveau des Foukontagnes requiert la présence de 2 témoins. Toutefois, certains chefs de Foukontagnes de la capitale refusent de délivrer ce document si les témoins sont moins âgés que le demandeur. Une exigence infondée selon le chef de district du 6e arrondissement qui l'a rappelé aujourd'hui. Rose Christelle, raconte Malal, nous en dit plus. 4 types de documents administratifs peuvent être demandés au niveau des Foukontagnes et seul le chef Foukontagnes est habilité à les signer conformément à l'article 32 du décret numéro 2015-960 du 16 juin 2015. Il s'agit de l'attestation de résidence, du certificat de célibat, du certificat de non-remariage et du certificat de vie. Ce dernier nécessite la présence de 2 témoins si le demandeur ne se présente pas lui-même. Ces témoins doivent fournir une attestation de résidence ainsi qu'une photocopie de leur carte d'identité. Il n'y a cependant aucune exigence d'âge pour ces témoins, comme l'a rappelé le chef du district du 6e arrondissement, Radjiamtir José. Les portes du district du 6e arrondissement restent ouvertes pour toute plainte concernant les chefs des 31 Foukontagnes de la circonscription, a-t-il également précisé. Instaurer un environnement de dialogue avec les populations locales est un moyen essentiel de protéger l'environnement et de promouvoir une société plus solidaire à Madagascar. C'est dans cette optique que la Fondation de l'innovation pour la démocratie agit afin de redonner sa valeur à la terre et à ceux qui y vivent. Elle a ainsi organisé hier à l'ECM une conférence intitulée « Les voix du vivant ». Reportage sur les images de Zahan Jensou. Madagascar est une terre sacrée, a affirmé le professeur Amisanjaz Anarakotorsein, que ce soit l'eau, la terre ou les habitants qui y vivent. Il est donc nécessaire de restaurer ce qui a été altéré, notamment à travers la préservation de l'environnement, qui est une richesse à la fois culturelle et économique. Cette restauration commence par l'écoute et le dialogue avec les populations locales. Madagascar est un maçon, terre sainte ou terre sanctifiée, dont l'invocation dans les prières traditionnelles et inscrit dans la même énumération après Dieu le Créateur et les ancêtres, fait allusion à sa sanctité en lien avec tout l'environnement, terre, eau, forêt, mer, est un concept très malgache pour établir un pacte de respect et de reconnaissance de la nature, lui permettant de redéfinir la place de l'humain ainsi que les conceptions traditionnelles des différentes sociétés et de leur réalisation des modèles culturels dans le paysage. Cette approche nous permettra de connaître non seulement le patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine culturel, en s'appuyant sur une démocratie participative par le développement d'une réelle culture collective, en établissant un dialogue permanent, le respect mutuel et le principe de partenariat et la reconnaissance du savoir-faire local. Restaurer cette valeur sacrée est aussi l'un des objectifs de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Interdire ou sanctionner directement n'est pas une solution durable, explique la Fondation. La démocratie peut prendre une forme différente. Elle commence par se rapprocher des réalités locales. Les politiques environnementales actuelles auront l'obligation d'efficience et de réussite, en renouvelant le paradigme sur la thématique. La rhétorique de culpabilisation habituelle de l'humain et des sociétés n'a pu faire avancer la cause de l'environnement en général et de la biodiversité en particulier. Certes, des avancées notoires pour considérer les populations ont été repensées, notamment dans le protocole de Nagoya, à travers l'ensemble de textes présentés par Catherine Aubertin et Anne Livard, de l'édition IRD, La nature en partage. Or, de tout temps et en tout lieu, l'homme fait partie de son environnement immédiat
dont sa survie en dépend. Concernant notre problématique, donc, le point de départ est la connaissance des milieux et des hommes dans les temps anciens et ceux d'aujourd'hui, afin de rendre compte de la diversité écologique, économique, sociale, juridique et culturelle, et de les articuler afin de mettre en exergue les contradictions et les possibilités de cohérence, de manière à utiliser leur logique et savoir, fruit d'une adaptation séculaire, voire même millénaire entre l'homme et son milieu. Ce mercredi 4 juin, la Fondation de l'innovation pour la démocratie a organisé une conférence à l'UCM d'Abatrouk sur ce thème de la restauration de la dignité nationale sous le titre « Les voix du vivant » avec la participation d'acteurs du monde de la recherche. Dans les actualités internationales de ce soir, la défense civile de Gaza a rapporté aujourd'hui, jeudi 5 juin, la mort d'au moins 10 personnes dans des frappes israéliennes visant plusieurs zones de l'enclave palestinienne. À l'approche de l'Aïd el-Adha, fête majeure du calendrier musulman, les habitants de Gaza, éprouvés par la guerre, n'ont ni cœur ni les moyens de célébrer. France 24 nous en dit plus. Essayer de préparer un repas de fête malgré les pénuries. À Gaza, l'Aïd al-Adha, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam, est dans toutes les têtes, un événement assombri par les incessantes frappes israéliennes. Cet Aïd est différent. Il n'y a pas de joie de l'Aïd. Comment pouvons-nous faire la fête avec des enfants dans les rues alors que vous perdez un être cher tous les jours? Ce n'est pas ça la vie. Auparavant, pendant la période de l'Aïd, j'avais l'habitude de vendre 200 à 300 bêtes. Cette année, je n'ai passé aucune commande. Les gens ne peuvent pas acheter pour le sacrifice de l'Aïd. Mercredi, les bombardements israéliens ont encore tué plusieurs dizaines de Palestiniens, notamment à Khan Younes. L'État hébreu a quant à lui annoncé la mort d'un de ses soldats dans le nord de la bande de Gaza. En plus des bombes, les habitants doivent composer avec la faim. Mercredi, GHF, principale distributrice d'aide humanitaire, a fermé ses rares centres dans l'enclave. Une mesure qui intervient après des tirs meurtriers de l'armée israélienne à proximité de sites de distribution, des incidents dénoncés par les Nations Unies. Notre chef des affaires humanitaires déclare que ces drames sont le résultat d'une série de choix délibérés qui ont systématiquement privé 2 millions de personnes des biens essentiels à leur survie. L'ONU refuse de travailler avec la GHF en invoquant des préoccupations concernant sa neutralité et continue d'appeler à la levée totale du blocus humanitaire imposé par Israël. Les ressortissants d'Afghanistan, de Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de Guinée équatoriale, d'Érythrée, d'Haïti, de l'Iran, de Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen auront à partir du 9 juin prochain l'interdiction d'entrer aux États-Unis pour protéger le pays de terrorisme étranger. Donald Trump justifie ce nouveau travel ban comme la récente attaque dans le Colorado. France 24. Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays et entrera en vigueur le 9 juin. Cet autre se voit imposer d'importantes restrictions, parmi lesquelles le Venezuela. Réponse immédiate de Caracas. Les personnes qui gouvernent les États-Unis sont mauvaises. C'est du fascisme. Ce sont des suprémacistes qui pensent que le monde leur appartient et qui persécutent notre peuple sans raison. La Maison-Blanche précise toutefois que des exceptions sont prévues pour les détenteurs de certains visas et les sportifs qui doivent participer à la Coupe du Monde 2026 ou au JO de Los Angeles en 2028 ne sont pas concernés par les restrictions.
Partons en Ukraine pour poursuivre ces actualités internationales. Depuis que la guerre justement en Ukraine a débuté, de plus en plus de drones sont utilisés sur le champ de bataille, autant côté russe que côté ukrainien. Souvent issus de la haute technologie comme la fibre optique, ils font des dégâts considérables. France 24. La scène a été filmée hier sur la ligne de front. Un soldat sort discrètement d'une tranchée. Dans ses mains, la nouvelle arme qui inspire la terreur en Ukraine. Un drone kamikaze indétectable, impossible à brouiller, d'une précision redoutable. La révolution, c'est ce câble de fibre optique, presque invisible, long de 25 km, qui se déroule au fur et à mesure que le drone avance. Une fois connecté à ce boîtier, le pilote peut faire décoller l'appareil. Sa cible, ce tank, mais surtout les Russes qui se cachent en dessous. Pour atteindre les soldats russes qui ont creusé un trou en dessous, on doit voler très très bas. Et c'est impossible avec un drone classique. Là, on a une super qualité d'image et on ne perd jamais la liaison jusqu'à l'impact. Quelques heures plus tôt, nous avions pu filmer la préparation de ce drone à fibre optique dans un atelier secret situé près du front. Mira est l'un des rares soldats capables d'utiliser cette nouvelle technologie. Quelle a été votre réaction en découvrant ce nouveau drone? Waouh! Je me suis dit waouh! Les capacités de ce drone sont exceptionnelles. Toutes les informations nécessaires pour voler, données GPS et signal vidéo circulent par ce fil d'un demi-millimètre. Avant, la liaison entre le pilote et son drone se faisait via des ondes radio. Mais ces ondes pouvaient être brouillées par l'ennemi, empêchant l'appareil d'atteindre sa cible. Désormais, c'est via un câble que le pilote guide son drone. Il est donc impossible de le pirater et l'arme atteint presque toujours son objectif. Le problème des Ukrainiens, c'est que pour l'instant, ce sont les Russes qui en produisent le plus, en quantité industrielle. Alors, sur la ligne de front, ces drones font de lourds dégâts. Dans certains secteurs, il y en a tellement on ne va pas manquer de fil de pêche. Que les sols sont jonchés de fibres optiques. Même s'ils en plaisantent pour ces hommes, cette arme est une nouvelle source d'angoisse. Chaque jour, des soldats sont blessés ou tués par des drones filaires. Les anciens drones, on arrivait à les pirater et à récupérer leur signal vidéo. On pouvait voir ce qu'ils filmaient, donc voir leur cible. Ça nous permettait de prévenir nos hommes pour qu'ils se mettent en sécurité. Mais avec les drones optiques, quand on les voit dans le ciel, c'est trop tard. Face à cette menace, les Ukrainiens ont dû s'adapter. Des filets ont été installés pour protéger cette route, régulièrement attaquée par des drones kamikazes. Même constat dans la ville d'Orekiv, près du front, qui semble recouverte par une immense toile d'araignée. Ça protège les civils qui passent par ici, mais c'est surtout pour protéger nos militaires lorsqu'ils se rendent sur les positions de combat. Ici, les seuls véhicules qui circulent encore roulent à toute vitesse. 95% des habitants ont fui cette ville, encerclée par les Russes. Ceux qui restent vivent désormais terrés pour échapper aux drones à fibre optique. Le compte à rebours est lancé. Les Ukrainiens doivent rattraper leur retard, notamment ici au sud de Zaporizhia. Chaque jour, les Russes gagnent du terrain, notamment grâce aux drones à fibre optique. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans la suite du programme de ce soir, vous allez suivre la rediffusion de l'émission Just Time. Sur ce, très bonne soirée sur Viva. Au revoir.